Monsieur le Président, merci d'avoir accepté que Jean-Pierre Guettet vienne à mes côtés pour présenter ce bilan, parce que nous avons préparé un petit diaporama pour permettre donc à tous nos collègues de pouvoir suivre ce bilan et reprendre ce plan qui maintenant arrive à 10 mois d'exercice. Et on voulait vous faire un petit retour en arrière sur ce plan. Je regarde Thierry Clément. Donc, au niveau de ce plan, vous l'avez voté en juillet 2015 et, comme vous le savez, c'était un plan important, important pour notre département, mais également important pour notre démarche dans le domaine du social. La décision donc a été prise de mettre en place la brigade de lutte contre le RSA, mais pas seulement, puisque nous avons créé le GDAF, le groupement départemental antifraude, dans lequel s'insère également tout un volet insertion, comme vous le savez. Ce plan et la brigade a pu se mettre en place dès le mois de septembre 2015. Ensuite, on a travaillé pour mettre en place la politique que nous avons choisie, c'est-à-dire une politique de justice sociale, en attribuant le RSA à tous ceux qui en relevaient effectivement, et surtout, on a voulu améliorer l'image des bénéficiaires. Dans l'un, il n'y a pas de fraudeurs. Les gens qui ont le RSA, qui touchent le RSA, le touchent parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils le méritent, et pas parce qu'ils ont fraudé. Loin de là. Justement, on voulait aller dans l'amélioration de cette image que certains laissaient rôder et qui était vraiment pas positive. On a voulu aussi restaurer le sens de la contrepartie de l'allocation autour du contrat d'engagement réciproque et du projet personnalisé d'accès à l'emploi, parce qu'effectivement, si on a des droits, on a également des devoirs, et c'est vrai également pour les allocataires du RSA. Donc on a travaillé dans ce sens. On a également travaillé pour renforcer une gestion rigoureuse du dispositif avec la mise en place de contrôles systématiques sur l'engagement actif des bénéficiaires. Le plan s'est inscrit dans cette logique d'ensemble et indissociable, comme le dit souvent notre président. On avait à la fois dans toute la démarche de ce plan le contrôle contre la fraude, mais également le travail pour plus d'insertion des personnes qui étaient allocataires du RSA. Donc on marchait bien sur les deux jambes, Monsieur le Président, comme vous le demandiez. Au niveau des orientations stratégiques du plan, une vision plus large que simplement le traitement de la fraude. Il y avait également le contrôle de l'ouverture du droit au RSA, le contrôle du respect des droits et devoirs des bénéficiaires et la nécessité de contrôle sur place des bénéficiaires en complément du travail des commissions locales d'insertion que vous connaissez pour certains d'entre vous. Et surtout, c'est ce que j'ai développé il y a quelques instants, une meilleure communication auprès du public pour que les droits et devoirs soient bien connus et que les sanctions soient bien comprises également. Au niveau du plan, vous vous souvenez, je ne vais pas le redérouler, mais il s'orientait autour de 8 axes stratégiques. Tous ces axes ont été travaillés, ont été développés. Et dans le bilan que va vous présenter dans quelques instants Jean-Pierre Guettet, vous allez retrouver chacun de ces axes, à savoir les échanges, la multiplication des échanges d'informations et de communication, le fait de solliciter pleinement les possibilités de contrôle offertes par la caisse d'allocation familiale. Nos relations avec la CAF se sont intensifiées. On a mis en place la brigade de contrôle au RSA qui a été constituée de 6 agents, mais pas seulement, puisqu'on a des agents effectivement sur place qui s'occupent aussi de l'insertion. On a travaillé avec le préfet, avec le procureur de la République au niveau du CODAF, et Jean-Pierre Guettet pourra mieux vous en parler puisqu'il en fait partie. On a développé le recours aux amendes administratives en réservant les plaintes au pénal. Et là aussi, on va vous développer l'expérience vécue de ces 10 mois, mais également les constats et les améliorations qu'on peut apporter sur l'année 2016, puisque c'est aussi l'objet de ce rapport. Au niveau de l'axe numéro 6, on a travaillé sur des outils de contrôle plus fiables. Et l'axe numéro 7, on a décidé de ne plus accorder de remise de dette systématique, ni de dispense d'obligations alimentaires, compte tenu des effets pervers qu'on avait pu constater, notamment au niveau des obligations alimentaires. Vous vous souvenez, on l'avait développé, à savoir que le fait de dispenser n'arrangeait surtout pas les situations dans les foyers où les conflits étaient récurrents. Donc il fallait aussi réagir de ce point de vue-là, et ça on a pu travailler et agir également. Et enfin, l'axe numéro 8, il s'agissait d'améliorer l'évaluation des ressources des travailleurs indépendants, et cet axe-là, nous l'avons également travaillé.
Donc voilà l'objectif que nous avions. 10 mois après, nous arrivons au bilan. Et à présent, je vais céder la parole à Jean-Pierre Guettet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous pouvez voir sur la diapo suivante le nouveau document qu'on demande à remplir aux bénéficiaires du RSA, qui leur précise exactement leurs devoirs, mais aussi exactement leurs droits. Il n'y a plus de façon de dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, puisque c'est très clairement établi sur le contrat qui leur est donné à côté, que vous voyez à côté de la photo. On a donc aussi développé le contrôle par rapprochement de fichiers. Le développement du rapprochement des fichiers avec d'autres partenaires que sont Pôle emploi, la CAF et la MSA s'est concrétisé par des rencontres avec le RSI. Et une convention devrait être signée avec le RSI d'ici la fin de l'année, ce qui nous permettra d'avoir plus de vues sur, en particulier, les auto-entrepreneurs. Le travail avec le service des impôts fonciers sera mis en place d'ici 2017, ce qui nous permettra, là, de vérifier que des gens qui touchent le RSA ne sont pas propriétaires fonciers ou immobiliers. L'accès au répertoire national commun de la protection sociale, le RNS-CPS, est effectif depuis la fin de l'année 2015. Cet outil est peu utilisé car certaines informations ne sont pas à jour. Un accès au montant par usager serait plus utile pour les agents de contrôle. Donc on est après négocier ça aussi. En 10 mois, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, les contrôles sur pièces et les contrôles sur place. Il y a eu 907 décisions d'opportunité CAF et MSA instruites par 2 contrôleurs et 2 secrétaires, ce qui a entraîné 144 investigations approfondies menées par les 2 contrôleurs. Pour les contrôles sur place, c'est 47 contrôles CAF déclenchés par le département et un contrôle réalisé en entretien avec un allocataire par un contrôleur dans le cadre de la fraude. Parce qu'il arrive que les gens, quand les gens de chez nous les rencontrent, reconnaissent directement qu'ils ont fait quelques bêtises. Le contrôle sur place en MDS, des obligations, des droits et devoirs, rencontre des usagers convoqués et point de situation donnant lieu à une proposition de décision, maintien, sanction ou radiation, fait apparaître que nous n'avons un taux de présence des personnes convoquées que de 40%. D'où la modification du document qu'on vous a donné au départ, qui leur explique bien qu'ils doivent se présenter obligatoirement quand ils sont convoqués, alors qu'avant ce n'était qu'une invitation, d'où la façon dont ça avance. Nous avons eu, dans les cibles qui étaient rencontrées, c'est-à-dire Pôle emploi et le CP, le contrat, 778 bénéficiaires pour la cible numéro 1 qui était Pôle emploi. Sur les 700 bénéficiaires absents et non excusés, ce qui a représenté 2055 convocations. Donc vous voyez le taux d'absentéisme, le taux de résultat, puisque des dossiers sont renvoyés pour 620 étudiés en CDI. On a 367 sur 2055, il y en a que 367 qui se sont excusés, et nous n'avons eu que 1767 appels téléphoniques pour avoir des renseignements sur ce qui était donné. Donc c'est ce qui est un peu malheureux, c'est que les gens, ils ne comprennent pas le devoir qu'ils ont par rapport aux propositions qu'on leur fait. Maintenant, on va parler de l'insertion, accompagnement de la lutte contre la fraude. Donc, la commission des fraudes. Je vais vous rappeler, d'un point de vue juridique, comment la fraude est bien définie et se caractérise par 3 éléments. Un manquement à des obligations, l'existence d'un préjudice et surtout un élément intentionnel. Les membres de la commission des fraudes doivent donc impérativement distinguer les outils des non-déclarations volontaires, les oublis des non-déclarations volontaires. On estime qu'au-delà de 6 mois, l'oubli, l'inadvertance, fait quand même peser un soupçon de fraude. Je trouve qu'on est très tolérant. Distinguer des erreurs involontaires des fausses déclarations délibérées.
On estime qu'une répétition d'erreurs fait également peser un soupçon de fraude. Vous avez sur les camemberts le travail des 2 contrôleurs RSA du GDAF qui, par leurs investigations approfondies et aux anomalies détectées, ont impliqué un non-déclenchement de contrôle de la CAF, c'est-à-dire que le travail qui a été fait par le GDAF a permis d'éviter un contrôle de la CAF, puisque je vous rappelle que ces contrôles sont payants. Donc le travail de nos contrôleurs a permis d'éviter de dépenser de l'argent supplémentaire. Et vous avez le pourcentage de typologie de fraude par cause principale, qui sont les ressources non déclarées, une vie maritale non déclarée, vie maritale et ressources non déclarées, une résidence à l'étranger, les faux usages de faux, qui sont quand même les moins nombreux. Les sanctions de fraude, vous avez aussi le camembert avec les amendes du conseil départemental, les amendes de la CAF, les 23% de dépôt de plainte et les avertissements qui sont donnés aux usagers. Les amendes administratives, donc c'est là où on va avoir quelques évolutions par rapport à la brigade, ce qu'on avait fait avec la brigade au début, c'est que les sanctions, qu'elles soient pénales ou administratives, ont une fonction essentiellement répressive. C'est l'intention de punir qui distingue la sanction, tout particulièrement la sanction administrative. Ces amendes permettent au département de ne pas porter plainte systématiquement en cas de fraude en sanctionnant l'usager fraudeur. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que dans certains cas, le procureur de la République provoque une médiation pénale pour les gens, pour les dossiers qui ont entraîné une plainte. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les gens qui sont fraudeurs mais qui vont en justice sont moins punis que ceux qui ont moins fraudé en chiffres. Je m'explique. C'est qu'avant, on avait fait le maximum de l'amende pénale à 5 000 € et on vous propose de la passer à 10 000 €, puisqu'à ce moment-là, le procureur prendrait en compte le fait que ça ne pourra plus être de la médiation pénale, mais effectivement une fraude plus importante qui entraînerait une amende plus importante que celle qui est donnée par le département. Voilà une des modifications qu'on voulait apporter par rapport à ce qui était initialement fait. On va revenir sur les éléments de la gestion rigoureuse, de ne plus accorder de remise de dette ni de dispense d'obligations alimentaires et d'agir pour améliorer la récupération des indus. Donc là, vous avez le tableau des demandes de dispense. Donc sur 144 demandes de dispense, il y a eu 114 refus, 27 accords, 72 sanctions effectives pour démarches non effectuées, ce qui représente quand même un total de 36 327,96 €. Sur le total, on a eu 48 contestations, 42 levées de sanctions sur démarches effectuées, parce que assez rapidement, quand ils reçoivent le courrier qui leur signifie la sanction, la régularisation se fait très très vite, et 6 maintiens de sanctions. Donc vous voyez que malgré tout, la sanction n'est pas le principal but de la brigade, puisque les gens se régularisent plus rapidement. Maintenant, le problème, c'est le contrôle des travailleurs indépendants. L'action du prestataire, la boutique de gestion, a permis au département d'améliorer les décisions en termes d'ouverture de droits. Depuis le 1er février, 110 évaluations ont été réalisées par la boutique de gestion et 34 par les travailleurs sociaux de la MSA. De plus, grâce au concours du Fonds social européen, l'accompagnement des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs a été renforcé et a produit plus de rigueur et de respect du droit et devoir des bénéficiaires. Depuis septembre 2015, 132 accompagnements ont été menés. Et vous voyez que sur 60% des dossiers, 43 ont désormais des démarches d'amélioration de leur activité, 12 recherchent un emploi complémentaire
pour mieux vivre, bien évidemment, et 5% ont cessé leur activité. Il n'en reste à la fin que plus que 40% qui sont toujours en accompagnement, ce qui est quand même un progrès énorme par rapport à ce qui se passait. Le contrôle des droits et devoirs entre juillet 2015 et avril 2016, ce sont 1296 dossiers qui ont été étudiés et 714 sanctions qui ont été prononcées dans les CLI en MDS. C'est 5% des sanctions, les CLI en MDS. Il est à noter que depuis mars 2016, le nombre de sanctions en CLI a augmenté de 32%. Ce qui est normal puisque les dossiers maintenant sont beaucoup plus regardés avant du fait de la création de la brigade. Donc je vous laisse regarder l'évolution sur les tableaux qui vous sont présentés. Donc vous pouvez voir par MDS l'évolution de ce qui s'est passé. Donc maintenant on va arriver aux mesures financières puisque vous allez avoir maintenant les mesures d'impact budgétaire sur le bilan. Le plan de lutte contre la fraude et pour la gestion rigoureuse du RSA par son déploiement et ses nouvelles actions a généré, premièrement, en montant non versé, l'impact premier, c'est les sanctions mises en place en commission départementale d'insertion, l'estimation des montants non versés aux bénéficiaires par rapport à une moyenne de RSA est de 504 115,57 €. Le deuxième impact, c'est les sanctions mises en place en commission locale d'insertion, où certains d'entre vous siègent. L'estimation des montants non versés aux bénéficiaires par rapport à une moyenne de RSA est de 218 402 €. Le troisième impact, le refus de dispense de pension, comme je vous l'ai dit, les sanctions qui en découlent étaient de 36 327,96 €. Sachant que les montants non versés de 758 sont de 758 845,53 €, sont des sommes que le département n'a pas dépensées. Et maintenant, on va ajouter cette somme au montant non recouvré, à recouvrer, c'est-à-dire le quatrième impact, le refus de remise de dette. Le montant donc à recouvrer pour le refus de remise de dette est de 264 677,87 €. Et le cinquième impact, les amendes administratives, est de 18 915 €. Ce qui nous permet d'avoir un impact budgétaire sur 10 mois de 1 042 468,40 €, qui se décline en 565 sanctions à 504 000 €, comme je vous l'ai dit, 714 sanctions à 218 000 €, 233 refus de remise, 114 refus de dispense et 33 fraudes et amendes. Les propositions de poursuite du plan de lutte contre la fraude et pour la gestion rigoureuse du RSA et de mise en place des mesures nouvelles. La première chose, c'est qu'on veut encore améliorer la communication par l'élaboration de films à destination des usagers et surtout du grand public, non pour culpabiliser les bénéficiaires, mais pour plus les aider et faire reconnaître au grand public l'aide dont certaines personnes du département ont besoin. Deuxièmement, pour les amendes administratives, de rehausser de 5 000 à 10 000 € le seuil du montant de l'indu, sauf cas particuliers, mais ça c'est des cas particuliers qu'on traite directement en CDI. Troisièmement, de lutter contre la génération et la prévention des indus en partenariat avec la CAF. Nos relations avec la CAF s'améliorent. Donc je pense qu'on avait des progrès à faire, mais on est sur la bonne voie. Quatrièmement, encourager le bénévolat. Voilà une chose importante, c'est encourager le bénévolat pour les bénéficiaires du RSA, à l'instar du département de la Drôme. Il s'agit de communiquer autour du bénévolat et de permettre à des bénéficiaires éloignés de l'emploi de reprendre une activité, d'être intégrés dans la société, de valoriser leur démarche citoyenne et de développer leurs compétences afin de les remettre sur le chemin du marché du travail. Une convention avec un centre de bénévolat ne donnerait pas lieu à un financement supplémentaire de fonctionnement, si ce n'est l'achat de passeports bénévoles, qui serait d'un coût de 4 € par personne, pour les associations qui s'engageraient à accueillir des bénéficiaires. Enfin, le deuxième pilier du plan est le développement de l'insertion. Dans le cadre de la préparation budgétaire 2017,
Si les économies réalisées se confirment, et selon toute conclusion liée à la recentralisation du RSA, on pourra réinvestir 500 000 € de ces économies dans les actions d'insertion. Voilà le bilan de 10 mois du GDAF. Merci. Tu veux que je relise ça? Oui. Oui, je viens de les donner, les 500 000. Oui, donc, si vous voulez, je peux valider la continuité des contrôles et la mise en place des propositions d'action opérationnelle de ce plan. C'est l'ensemble des mesures nouvelles qu'il comporte, soit donc ce que je vous ai dit, le film sur le RSA à destination des usagers et du grand public. Pour les amendes administratives rehaussées de 5 000 à 10 000 €, sauf cas particulier, le seuil du montant des indus frauduleux. Lutter contre la génération et la prévention des indus en partenariat avec la CAF et encourager le bénévolat, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'abord pour la présentation de ce rapport fort détaillé, avec des chiffres extrêmement précis qui montrent effectivement que l'économie qui est générée par la brigade antifraude de RSA, c'est pas du vent. Et je crois que c'est important de le souligner. Et je crois que ça marque les esprits quand on explique effectivement que c'est 1 million d'euros d'économie, en tout cas soit en non-dépenses, soit en recettes, qui est générée par ce dispositif. Non seulement les économies, mais ça a surtout valeur d'exemple et de symbole, c'est d'expliquer qu'on sanctionne ceux qui trichent et qu'on accompagne ceux qui veulent s'en sortir, puisque la moitié de ces 1 million d'euros est réinjectée dans des dispositifs d'insertion, ce qui nous permet aussi d'être meilleurs dans l'insertion grâce à cela. Et donc c'est vraiment les deux jambes sur lesquelles nous tenons, c'est-à-dire à la fois la sanction en cas de triche ou de fraude et la plus-value pour l'insertion, pour celles et ceux qui veulent s'en sortir en tant que tels. J'insiste aussi sur le fait, effectivement, et vous l'avez dit, et Jean-Pierre Guettet l'a dit, sur le fait que les montants des amendes administratives, donc on passe de 5 000 à 10 000 parce qu'on s'est rendu compte dans la pratique que cela était plus opératoire en tant que tel. De la même chose, nous voulons renforcer aussi le bénévolat et les actions en matière du bénévolat, et ça je crois que c'est important. Nous allons travailler aussi avec la région sur un nouveau dispositif dans ce domaine-là. Nous allons nous rendre également dans la caisse d'allocation familiale très prochainement pour aussi présenter ce plan et pour pouvoir travailler de concert avec eux. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que non seulement les choses sont apaisées, mais que tout le monde participe de cet effort, que ce soit les associations caritatives, la CAF ou tous les différents organismes, et qu'aujourd'hui on constate effectivement l'efficacité de ce dispositif en tant que tel. Sachant qu'il y a un autre élément sur lequel je veux insister, c'est que tout ceci s'inscrit dans un contexte d'incertitude qui est en partie levé aujourd'hui sur la question ou pas de la renationalisation du RSA. Comme je le redis, pour nous c'était absolument inconcevable de rationaliser le RSA en prenant comme année de référence l'année 2016, alors qu'on avait demandé l'année 2014, c'est quand même 4,8 milliards d'euros, 2 ans, donc c'est pas rien, bien entendu, que c'était aussi inconcevable de ne pas accepter la clause au retour à meilleure fortune ou à bonne fortune qui permettait justement de prendre en compte les évolutions erratiques du RSA, et de la même manière que le contrôle renforcé sur nos politiques d'insertion nous empêchait finalement et nous lier un petit peu les mains. Là au contraire, l'autre idée c'est de mener à la fois une politique de lutte active contre la fraude et en même temps de renforcer les dispositifs d'insertion. Donc vraiment je veux saluer le travail qui est fait à la fois par Muriel Lugagiro, par Jean-Pierre Guettet, mais aussi par toutes celles et tous ceux qui siègent dans nos CLI, dans nos commissions départementales, parce que c'est ce qui permet aujourd'hui, et vous le voyez dans la répartition très intéressante qui était faite des différents diagrammes, on voit bien effectivement l'impact que ça a. Donc ce que je vous dis simplement, c'est qu'il ne faut surtout pas relâcher l'effort. C'est pas parce que nous faisons 1 million en 10 mois que l'effort doit être relâché, il doit être au contraire continu, et en plus ça se sait, et ça nous permet ensuite d'envisager la politique sociale de manière positive. Vous dire aussi que dans nos maisons de solidarité, désormais le dispositif passe bien. Je me suis rendu moi-même dans la maison départementale de la Bresse, récemment à Morvel en Bresse, avec Walter Martin et Clotilde Fournier, avec un long échange que nous avons eu avec les travailleurs sociaux sur ce sujet, mais pas seulement, aussi sur d'autres sujets, et que je crois que désormais les choses sont comprises et intégrées, mais qu'il faut continuer et poursuivre ce mouvement de fond, parce que pour nous c'est pas une opération de com, c'est un mouvement de fond qui, je crois, effectivement est salué en tant que tel. Voilà ce que je veux dire sur ce bilan de plan de lutte contre la fraude. Est-ce qu'il y a... Oui, Monsieur Guettet.
Je voudrais préciser que on va rencontrer le procureur de la République début septembre pour l'évolution de l'amende. Et surtout, je voudrais préciser aussi que le passeport qu'on est après mettre en place rentrera dans le curriculum vitae des bénéficiaires, ce qui leur permettra de montrer qu'ils ont eu une activité qui montrent qu'ils veulent vraiment se réinsérer et participer activement au retour à l'emploi. C'est très bien, et on avait pris l'engagement de revenir devant l'Assemblée départementale pour faire un premier bilan. Nous le ferons régulièrement, au moins une fois par an, de manière à ce qu'on puisse éclairer et puis voir s'il y a des points d'amélioration, de correction ou autre. Ce n'est pas un dispositif qui est immobile, c'est un dispositif qui peut s'adapter en fonction des évolutions dans un sujet dont on sait que ça bouge beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Monsieur Larmangeat. Monsieur le Président, Madame la Première Vice-Présidente, juste une demande d'information, mais auquel vous ne pourrez peut-être pas répondre tout de suite, mais nous faire passer les documents s'il y a. Sur le graphique qui est page 10 des annexes, qui est un pack budgétaire des mesures prises, un petit peu plus d'1 million d'euros, et qui a des ballons de couleurs différentes. Est-ce qu'il serait possible, c'est un bilan à 10 mois, hein, c'est bien cela, Monsieur le Président, oui, et donc est-ce qu'il serait possible d'avoir sur ce même graphique aux côtés les formats de ballons avec les montants que cela représentait avant, puisqu'il y avait bien des interventions, hein, Jean-Pierre Guettet nous a cité notamment les interventions CAF, le travail, mais qui existent depuis des années. Voilà. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a bien distingué dans le rapport ce qui relevait des dispositifs déjà existants et qui sont là, et ce qui relevait du dispositif nouveau. Mais on peut tout à fait faire oui, dans le tableau, ouais. Quelque chose qui est envisageable, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? Monsieur Deguerry. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais à mon tour saluer l'excellent travail fait par nos collègues qui sont à la tribune à vos côtés, et puis la Commission, bien entendu, notamment sur les justes modifications, les nécessaires modifications du document. En tant qu'ancien référent de la MDS de Nantua durant le dernier mandat, notamment en ce qui concernait les CLI, je peux vous dire que c'était quelque chose de véritablement attendu, non seulement par notre personnel, hein, qui en avait un petit peu assez de certaines choses, aussi par les élus, et même les autres référents, je pense à Pôle emploi également, qui assiste à ce genre de jury. Et puis, même si nous n'avions jamais atteint le taux de 40% de fréquentation lorsque nous convoquions les personnes, en tout cas aujourd'hui, je pense qu'avec cet outil, eh bien, c'est un bon moyen de lutter, c'est un bon moyen de remontrer, de recentrer exactement la réciprocité droit-devoir que bien souvent les bénéficiaires oublient. Et puis, comme vous l'avez signalé, Monsieur le Président, je pense que c'était quelque chose également d'attendu par notre population, qui est tout à fait d'accord pour aider les gens nécessiteux et honnêtes et condamner l'assistanat automatique. Je vous remercie. Très bien, tout est dit, Monsieur Deguerry. Monsieur Daubier. Oui, simplement, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais je pense qu'on peut être fier du travail qui a été fait et des résultats, et profiter effectivement pour préciser au regard du changement du procureur auprès du tribunal de grande instance de Bourg, profiter effectivement au mois de septembre pour bien lui faire repasser la philosophie et l'utilité, ce besoin de justice sociale dont tous nos concitoyens ont besoin. Oui, merci. Le message est déjà passé. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui, mais effectivement, je crois que vous allez le voir prochainement sur ce sujet comme sur d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Louis. Monsieur le Président, chers collègues, lors de sa création, nous nous étions fortement opposés donc, aux méthodes censées lutter contre la fraude au RSA. N'oublions pas qu'une moitié des ayants droit n'y ont pas accès et des efforts doivent être faits pour toucher cette moitié-là. En effet, à la lecture de ce bilan, vous ne nous expliquez pas comment vous comptez encourager les personnes pouvant bénéficier de ce dispositif à déposer une demande. Vous axez vos actions uniquement sur les usagers pour surveiller le respect des droits et des devoirs et des démarches d'insertion. Dans ce bilan, vous faites état des économies réalisées par le département, puis vous nous parlez des sommes à recouvrer et qui ne constituent pas une économie factuelle. Monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une économie factuelle? Je vous remercie.
en ce qui concerne les sommes, je le redis, dans les 1 million qui sont calculés, il y a ceux effectivement qui est une recette en tant que telle, c'est-à-dire liée à une sanction ou autre, et ceux qui est une non-dépense. Et donc on arrive au même résultat, au même impact, puisqu'une non-dépense ou une recette arrive à la même chose, et c'est évalué de manière totalement scientifique et drastique, et qui fait effectivement que ça dégage donc ce million d'euros supplémentaires, et ce qui permet d'ailleurs, puisque la preuve que c'est en non-dépense, c'est que c'était budgété comme tel, et si on réaffecte 500 000 euros dans les crédits d'insertion, c'est bien la preuve qu'effectivement c'est une dépense qui était inscrite, parce que sinon on n'aurait pas pu la réaffecter sans modifier les équilibres et les rapports en tant que tels. Donc c'est la preuve effectivement que c'est une réalité en tant que telle. En ce qui concerne la question que vous posez sur les ayants droit et le fait que certains ne puissent pas effectivement finalement bénéficier du RSA alors qu'ils en auraient droit. C'est effectivement le cas pour un certain nombre d'entre eux. C'est pas la fonction du département en tant que tel que de s'occuper de cela. Je crois qu'il y a effectivement tout un arsenal qui est prévu et des travailleurs sociaux et autres, mais qui sont en charge de cela. Et je dis simplement aujourd'hui que nous, notre rôle, nous avons la compétence ni sur l'instruction, ni sur on va dire l'organisation, en tout cas le contenu en tant que tel. Mais nous avons la compétence sur la gestion du RSA. Et que dans cette gestion, ce que nous voulons, c'est une gestion optimisée. Et quel est le contenu d'une gestion optimisée? Une gestion optimisée, c'est une gestion où on accompagne celles et ceux qui sont dans l'effort de recherche d'emploi, de formation ou d'insertion par le travail, et que, en même temps, on explique à celles et ceux qui sont dans une situation de fait mais qui ne veulent pas prendre en compte le fait que le RSA, ce sont des droits mais aussi des devoirs, eh bien on le rappelle en tant que tel. On a plusieurs cordes de rappel, puisque comme l'a dit Jean-Pierre Guettet, la sanction n'est pas le but ultime en soi, mais simplement pour prévenir du dispositif en tant que tel et de rappeler que ce sont des droits et des devoirs. Alors je sais que c'est une logique changeante, mais je crois que nous l'assumons comme tel, parce qu'il s'agit pour nous effectivement de valoriser le travail, l'effort, et celles et ceux qui veulent s'en sortir dans ce domaine, même si nous sommes conscients, bien entendu, que nous ne pourrons jamais avoir 100% de réussite là-dedans, et que les dispositifs aussi d'aide sociale nous permettent d'accompagner, effectivement, y compris des personnes qui sont très loin du marché de l'emploi en tant que tel. Mais que nous pouvons, en tout cas, et d'ailleurs tout le monde peut le faire, et je vous le dis, même si vous avez le sentiment que certains ne s'inscrivent pas pour bénéficier du RSA, le nombre d'allocataires continue d'augmenter. Et il augmente certainement lié à la crise et à l'augmentation du chômage, même si on nous dit chaque jour que la courbe va s'inverser. Mais la réalité économique et sociale de notre département nous démontre pour le moment le contraire. Et donc, il y a chaque année, en tout cas, des inscriptions supplémentaires et des allocataires supplémentaires sur le RSA. Et je crois que c'est important, effectivement, de pouvoir souligner cela. Mais voilà, c'est un point qui mérite d'être souligné. Est-ce qu'il y a là-dessus, donc, d'autres interventions? Madame Coulon. Ce que je voudrais simplement dire en écho à la remarque de notre collègue, je crois qu'il dit, comme vous pouvez l'imaginer, nous étions dans l'opposition sur ce sujet. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est que les personnels qui sont face à la gestion de ces dossiers sont parfois aussi face à des injustices. Et ces personnels qui exercent un métier particulièrement difficile, je crois qu'il était très important, et nous l'avions entendu sur le terrain, de montrer que les élus étaient là aussi pour les soutenir dans une démarche qui est difficile, où ils sont face à leur dossier. Je crois qu'il ne faut pas voir uniquement cela face sous le mot fraude, répression, mais je crois qu'il y a aussi un nécessaire accompagnement des personnels qui sont sur des dossiers difficiles et très compliqués. Merci. Monsieur Guettet. Ce que je voulais dire, c'est que, bien évidemment, on a eu en particulier avec une dame qui a été sanctionnée et qui a été même radiée, un harcèlement qui a été à Bourg notamment, cette femme a harcelé le personnel. Des plaintes ont été déposées et on n'a jamais laissé tomber les personnels, quelle que soit la MDS ou le PASS où il y a des problèmes, on a toujours été derrière. L'ultime précision que je pourrais aborder, c'est que sur l'ensemble des radiés, on a eu
30% de personnes qui ne se sont réinscrits à rien du tout. Ce qui veut dire que ces gens, il y a 30% des gens qu'on a radiés qui n'avaient pas besoin du RSA puisqu'ils n'ont pas réouvert de dossier. C'est quand même un détail qui est important à noter. Et la dernière chose que je voulais faire, c'est remercier l'ensemble du personnel du CDAF et Monsieur Clément pour le travail et le sérieux et l'humanisme qu'ils apportent à leur mission. Parce que c'est vrai que quand on est en CLI ou en CDI, on rencontre des cas qui sont particulièrement dramatiques. Et je peux vous dire que quand on est en CDI, même s'il faut passer une demi-heure sur un dossier, on passera une demi-heure sur un dossier alors qu'on en a 150 à voir. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Tout à fait, et c'est pour ça que je le redis, mais je crois que c'était très intéressant tout à l'heure le diagramme que nous avons eu sur l'impact dans les CLI et dans les CDI notamment. Je le rappelle, le bilan du plan de lutte contre la fraude au RSA, c'est 1 million d'euros d'économie. Et 1 million d'euros d'économie en 10 mois, c'est important. Et c'est surtout, on le voit, un effort partagé entre les commissions locales, entre les commissions départementales, entre les sanctions administratives. Et à côté de ce million, là aussi, c'est un engagement fort de notre part que de dire la moitié de ce million, donc 500 000 euros, on le remet dans des dispositifs d'insertion pour être dans cette logique qu'on marche sur les deux jambes, l'accession en cas de fraude et l'accompagnement individualisé le plus possible pour celles et ceux qui veulent s'en sortir par l'insertion, par le travail. Et c'est ça tout le bilan. Et je vous avais promis, et nous avions pris l'engagement ici de faire un bilan de lutte contre la fraude sur le RSA, et on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas une opération de communication, que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais que tout le travail qui est fait depuis 2 mois est un travail qui paye, est un mouvement de fond, qui modifie les comportements, qui modifie les habitudes, qui permet de donner plus de contenu à nos dispositifs d'insertion en tant que tels, et qui permet, je crois, vraiment aussi de répondre à l'attente de nos concitoyens, qui est celle de dire dans une prestation sociale, il y a des droits et des devoirs. Et je crois qu'il faut le rappeler effectivement, et on le voit à travers ce bilan, et on continuera à le faire, puisque, comme je l'ai dit, nous nous rendrons à la Caisse d'allocation familiale la semaine prochaine pour présenter ce bilan de lutte contre la fraude au RSA, et nous allons discuter avec la région pour voir comment nous pouvons conventionner avec eux pour les bénéficiaires du RSA, et notamment dans les formations où on manque d'un certain nombre de personnel. Je pense à la chaudronnerie, je pense à un certain nombre de formations ou autres, où là aussi nos dispositifs pourraient accompagner, puisque maintenant l'autre volet sera celui sur le bénévolat notamment. Voilà, je vous propose peut-être que, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, donc je soumets ce rapport au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, 2 votes contre. 3 votes contre? Qui dit mieux? 3 votes contre. Non, je vous en prie, mais j'ai senti que c'était 2,5 en vous. Mais ça fait déjà pas, c'est pas la première fois sur ce sujet-là, Monsieur Larmanjat, où vous hésitez un petit peu. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Je sens que vous n'êtes pas très loin de la vérité. Voilà. Je l'avais déjà remarqué lors de la présentation, vos propos mesurés sur le sujet, mais je le note encore là. Mais voilà, je sais que vous êtes attaché à la justice sociale. En tout cas, 3 votes contre, donc pour le moment. Peut-être que lors du prochain bilan, sachant que je vous le redis encore, dans ce vote contre, je redis simplement que c'est le bilan, c'est un bilan qui est présenté sur le plan de lutte contre la fraude et la gestion du RSA, et que ce bilan nous montre effectivement clairement l'efficacité du dispositif en tant que tel. Donc 3 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, et donc le reste donc vote.